Bienvenue dans Secrètes de recruteur, le podcast qui lève le voile sur les coulisses du recrutement. Je partage avec vous conseils pratiques, astuces concrètes et vérités de terrain pour transformer votre recherche d'emploi en succès. Préparez-vous à découvrir ce que les recruteurs ne disent pas toujours, mais que vous devez absolument savoir. Installez-vous, vos secrets de réussite commencent ici. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on s'attaque à une question vraiment importante pour beaucoup de monde. Bonjour. Comment on fait pour transformer une période de recherche d'emploi, bon parfois un peu subie, en vraie opportunité? Une opportunité pour se former Oui, et surtout, la question clé, comment faire financer cette formation à 100%? c'est ça. C'est souvent vu comme un moment difficile, la recherche d'emploi. Mais en fait, il y a un potentiel énorme là-dedans pour monter en compétences ou, pourquoi pas, changer complètement de voie. Tout à fait. Notre objectif aujourd'hui, c'est donc de clarifier un peu tout ça. Le paysage des financements en France pour les demandeurs d'emploi, ça peut paraître compliqué. Un peu une jungle parfois. Voilà, on va essayer de démêler un peu les fils en s'appuyant sur nos recherches. Qui finance quoi, pour quel type de formation, et surtout, comment on fait concrètement pour y accéder sans sortir un euro. C'est une question essentielle, effectivement, parce que le marché du travail, il bouge tout le temps, très vite même. Oui, Et la formation continue, c'est plus juste une option, c'est devenu une nécessité pour rester dans la course ou pour réussir une reconversion. c'est clair. Et ce qui est intéressant, c'est de voir tous les acteurs qui peuvent financer. On pense tout de suite à Pôle emploi, bien sûr, Oui, logique. mais il y a aussi les régions, qui sont des acteurs majeurs, l'Europe, avec le FSE, Le fameux compte personnel de formation, le CPF, ah oui, le CPF. et même les branches professionnelles elles-mêmes qui financent pour leurs propres besoins. Donc c'est un écosystème assez riche, mais qu'il faut comprendre Exactement. pour bien l'utiliser. Alors, commençons par le plus connu peut-être, celui dont tout le monde parle, le compte personnel de formation, le CPF. Oui, le CPF. On le présente comme un droit universel, c'est ça? C'est exactement ça. Le CPF, on peut dire que c'est la base, l'outil individuel par excellence. Il est attaché à la personne, pas à l'entreprise ou au contrat. D'accord. Et donc, chaque année où on travaille, on crédite ce compte. C'est 500 € par an pour la plupart des salariés Mhm. et même 800 € par an pour les personnes moins qualifiées, depuis la réforme de 2019. Ok. Et le point crucial pour nous aujourd'hui, si on est au chômage, Eh bien, ces droits, ils restent acquis. Ils sont mobilisables même pendant une période de chômage. Ça, c'est fondamental. donc cette cagnotte personnelle, elle ne disparaît pas quand on perd son emploi. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais concrètement, comment on l'utilise? Quand on est inscrit à Pôle emploi, il y a des trucs spécifiques à savoir? Il y a surtout un avantage stratégique majeur. C'est que si le montant qu'on a sur son CPF ne couvre pas tout le coût de la formation qu'on vise, Ce qui doit arriver souvent pour des formations un peu longues. oui, voilà, eh bien, Pôle emploi peut intervenir pour compléter ce qui manque. C'est ce qu'on appelle un abondement. Ah, l'abondement, d'accord. Et là, le CPF, il devient plus qu'une simple cagnotte. Il devient une sorte de mise de départ qui peut débloquer des financements bien plus importants pour l'emploi. Ah oui, ça c'est une nuance très importante, hein. Ce n'est pas juste j'ai tant d'euros sur mon compte, je peux acheter une formation à ce prix-là. Non, C'est plutôt j'ai tant d'euros et ça peut m'ouvrir la porte à une formation beaucoup plus chère grâce à ce coup de pouce de Pôle emploi. exactement. Mais j'imagine qu'il y a des conditions pour avoir cet abondement. Pôle emploi ne complète pas n'importe quoi, n'importe comment. Non, bien sûr. D'abord, la formation elle-même doit être éligible au CPF. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'elle doit être certifiante ou qualifiante. En gros, elle doit déboucher sur un diplôme reconnu, un titre professionnel enregistré au RNCP, le répertoire national des certifications professionnelles, ou une certification qui est reconnue par une branche pro. Pourquoi cette exigence? L'objectif, c'est le retour à l'emploi durable. Pas juste de faire une formation pour s'occuper. Donc, il faut que ça mène à quelque chose de concret sur le marché du travail. D'accord. Et pour l'abondement spécifiquement? Alors là, le point crucial, c'est que le projet de formation doit être validé par le conseiller Pôle emploi. Il faut que ce soit cohérent avec le projet de retour à l'emploi de la personne. Le PPA, le projet personnalisé d'accès à l'emploi. C'est une étape vraiment incontournable. On voit déjà se dessiner le rôle central du conseiller Pôle emploi. Ah oui, il est pivot. Donc, si on résume pour le CPF, c'est une base personnelle, on peut l'utiliser même au chômage, et ça peut servir de levier pour obtenir plus d'argent de Pôle emploi. Mais il faut que la formation soit certifiante et qu'elle soit validée dans le cadre du projet pro. C'est ça. Et pour les démarches, on va sur le site moncompteformation.gouv.fr, Oui. mais
hyper important. Il faut absolument parler à son conseiller avant de cliquer sur « Je m'inscris » si on espère un abondement. C'est bien ça? C'est exactement ça. Il faut anticiper cette discussion avec le conseiller. C'est fondamental pour pas se retrouver coincé ou devoir payer une partie soi-même parce qu'on n'a pas suivi la bonne procédure. Ok, très clair. Donc le CPF, une porte d'entrée individuelle importante, mais imaginons. Le CPF, même avec un abondement, ça ne suffit pas. Ou alors le projet demande un autre type de financement. Pôle emploi, d'autres cordes à son arc, j'imagine. Oui, bien sûr. On entend souvent parler de l'aide individuelle à la formation, l'AIF. Oui, l'AIF. C'est un dispositif important, mais il faut bien comprendre sa logique. C'est un financement qui intervient plutôt en complément, ou à la place d'autres financements qui seraient insuffisants ou inexistants. D'accord. C'est un peu le filet de sécurité financier de Pôle emploi, si on veut, pour des projets qu'il juge pertinents. Ça peut couvrir les frais de la formation elle-même, et parfois aussi certains frais à côté, comme le transport, l'hébergement. Jugé pertinent, ça sent le filtre important, ça. Hein. Quels sont les critères pour pouvoir y prétendre à cette AIFF? Le critère numéro 1, c'est la cohérence. La cohérence absolue avec le fameux PPAE, le projet défini avec le conseiller. Il faut que la formation soit une étape logique, nécessaire pour retrouver un travail. Ok. Deuxièmement, il faut qu'il y ait des besoins de main-d'œuvre, des besoins identifiés sur le marché du travail local pour le métier visé. Pôle emploi ne va pas financer une formation pour un secteur complètement bouché. Logique. Et enfin, un point un peu technique mais essentiel. L'AIF est subsidiaire. Ça veut dire qu'il faut prouver qu'aucun autre financement, le CPF, la région, etc., ne peut couvrir tous les frais. Il faut avoir exploré les autres pistes avant. Donc, la stratégie pour l'AIF, c'est un projet professionnel en béton, validé avec le conseiller, bien cibler une formation qui répond à un besoin local, et prouver qu'on a regardé ailleurs d'abord. C'est un parcours assez balisé, en fait. Tout à fait. Et à côté de cette aide individuelle, Pôle emploi propose aussi autre chose. Les actions de formation conventionnées, les AFC. AFC, d'accord. C'est quoi la différence? Là, l'approche est différente. Ce sont des formations collectives. Souvent, Pôle emploi les achète en gros à des organismes de formation. Elles sont entièrement gratuites pour les participants. Ah oui. Oui, elles visent souvent des compétences de base, des remises à niveau, ou alors des qualifications pour des métiers très spécifiques, des métiers où il manque du monde, les fameux métiers en tension. Justement, ces métiers en tension. Pôle emploi identifie donc des formations qu'il considère comme prioritaires. Absolument. Pôle emploi publie régulièrement des listes. Des listes de formations jugées stratégiques parce qu'elles mènent à des métiers où les employeurs ont du mal à recruter. Et on trouve quoi dans ces listes, par exemple? Oh, un peu de tout, mais souvent des choses très concrètes. Des classiques comme aide-soignant, auxiliaire de vie dans le secteur social et santé. Oui. Mais aussi beaucoup de métiers du numérique maintenant, comme développeur web. Des postes dans l'industrie, technicien de maintenance par exemple. Dans le transport, conducteur de poids lourd, c'est un grand classique. Ou encore dans l'hôtellerie-restauration, cuisinier. Et l'avantage de viser une de ces formations prioritaires, c'est quoi? Juste que le financement est plus facile à obtenir? Le financement est quasi systématique, oui. Mais le vrai avantage, le plus important, c'est surtout le taux d'insertion après. Le taux de retour à l'emploi. Ah, d'accord. Ces formations, elles sont vraiment conçues pour répondre à une demande précise des entreprises. Donc, c'est une voie assez sécurisante pour retrouver un travail rapidement. C'est souvent un pari gagnant, en fait. C'est intéressant, ça. Si on prend un peu de recul, choisir une formation prioritaire, c'est s'aligner directement sur les besoins de l'économie, du moment et du territoire. Territoire. Ça me fait penser à un autre acteur que vous avez cité au début. Un acteur majeur, hein, les régions. Elles ont un rôle important, non, dans l'adaptation de l'offre de formation? Ah oui, un rôle absolument central. Ce sont les conseils régionaux qui ont la compétence principale pour la formation professionnelle des demandeurs d'emploi. D'accord. Et leur grande force, c'est d'adapter les formations aux spécificités économiques locales. Ils élaborent ce qu'on appelle les programmes régionaux de formation, les PRF. PRF. Et ces PRF, ils collent vraiment au terrain. Une région industrielle n'aura pas les mêmes priorités qu'une région très touristique ou très agricole. Et concrètement, pour un demandeur d'emploi, ça veut dire quoi? Ça veut dire une offre de formation qui sont en général gratuites et souvent même elles sont rémunérées, c'est-à-dire qu'on reçoit une indemnité pendant la formation. Ah oui, c'est pas négligeable, hein. Non. Et ces PRF, ils couvrent un éventail très large. Ça va du CAP jusqu'au diplôme d'ingénieur parfois, dans plein de secteurs différents.
L'atout maître, c'est vraiment cet ancrage territorial. La formation est pensée pour les entreprises du coin, pour les bassins d'emploi locaux. Par exemple? Par exemple, en Île-de-France, on va trouver beaucoup de formations dans le numérique, la logistique, les services aux entreprises. Mhm. Alors qu'en Nouvelle-Aquitaine, l'accent sera peut-être plus mis sur l'aéronautique, l'agroalimentaire, le tourisme vert. Ça dépend vraiment. C'est là que ça devient vraiment intéressant pour quelqu'un qui cherche à se former. Ça veut dire qu'il faut absolument aller voir ce que propose sa propre région. Indispensable. Parce que l'offre peut être très différente d'à côté et surtout très alignée avec les employeurs locaux. Et ces formations régionales, elles sont de quel type? Diplômantes? Qualifiantes? Les deux. On trouve des parcours qui mènent à des diplômes classiques, CAP, Bac Pro, BTS, d'autres qui donnent des titres professionnels reconnus. Et aussi des formations plus courtes, parfois très spécialisées sur des compétences pointues, celles que recherchent les entreprises du secteur là, maintenant. L'éventail est vraiment large. D'accord. Donc, après avoir regardé son CPF, les aides de Pôle emploi comme l'AIF ou les AFC, le réflexe suivant, c'est d'aller voir le catalogue des formations financées par sa région. Exactement. Mais il y a aussi une dimension européenne, vous disiez ça si. Le Fonds social européen, le FSE. C'est quoi son rôle là-dedans? Oui, le FSE. Alors lui, il intervient souvent en complément, en cofinancement des actions qui sont déjà menées au niveau national ou régional. Il ne finance pas directement le demandeur d'emploi qui toque à sa porte. Non, d'accord. Mais il apporte des budgets supplémentaires, et souvent ces budgets sont fléchés vers des publics spécifiques, ceux qu'on considère comme plus éloignés de l'emploi. C'est-à-dire? Par exemple, les chômeurs de longue durée, les jeunes qui n'ont pas de qualification, les seniors, les personnes en situation de handicap. Et avec quels objectifs particuliers ces financements FSE? Souvent, le FSE met l'accent sur un accompagnement renforcé. Pas seulement la formation technique, mais aussi tout ce qu'il y a autour. Les aspects sociaux, lever les freins comme la mobilité, la garde d'enfants. Mhm. Il y a aussi une volonté de soutenir les formations dans des secteurs d'avenir, comme la transition écologique ou le numérique. Parfois, on peut trouver des approches pédagogiques un peu différentes, innovantes, ou même des possibilités de stage ou d'échange en Europe, mais c'est plus rare pour les demandeurs d'emploi, faut être honnête. C'est donc une couche de financement en plus qui vise surtout à aider ceux qui ont le plus de difficultés. Voilà, pour essayer de ne laisser personne sur le bord de la route. On a donc une belle palette de financeurs publics. CPF, Pôle emploi, région, Europe. Mais vous aviez aussi parlé des branches professionnelles au tout début. Elles financent elles-mêmes des formations. Tout à fait. Les secteurs professionnels, via leurs OPCO, les opérateurs de compétences, ils ont tout intérêt à former leurs futurs salariés, ceux dont ils ont besoin. Logique, oui. Et une voie royale pour ça, c'est l'alternance, notamment via le contrat de professionnalisation. Lui, il cible plutôt les demandeurs d'emploi de 26 ans et plus. Le contrat de pro, oui, on en entend souvent parler. C'est quoi les avantages concrets pour la personne? Ils sont énormes, doubles et majeurs. Premièrement, on signe un contrat de travail. Donc, on est salarié de l'entreprise, avec une rémunération. D'accord, on est payé. Oui. Et deuxièmement, les frais de la formation qui va avec ce contrat, ils sont entièrement pris en charge par l'OPCO de la branche. Donc, c'est une formation gratuite et rémunérée, avec en plus une expérience pro concrète. Le package complet, quoi. C'est ça, c'est extrêmement efficace dans beaucoup de secteurs. Le transport routier, pour former les conducteurs, c'est un exemple type. La sécurité privée aussi. L'industrie, le bâtiment. Beaucoup de secteurs l'utilisent. C'est une option très, très attractive, effectivement. Et dans la même idée de formation très connectée à l'emploi, il y a un autre dispositif qui a l'air de cocher pas mal de cases. Les préparations opérationnelles à l'emploi, les POE. Ah oui, les POE. Ça, c'est un outil redoutablement efficace. Il y a deux types, en fait. Ah! Il y a la POE individuelle, la POI. Là, c'est un employeur qui a trouvé un candidat qui l'intéresse, mais il lui manque quelques compétences spécifiques pour le poste. D'accord. Alors, l'entreprise, Pôle emploi et l'OPECO vont financer ensemble une formation courte, 400 heures maximum, pour adapter pile poil le candidat au poste, juste avant de l'embaucher. Et l'autre type? C'est la POE collectise, la POSC. Là, on va former tout un groupe de demandeurs d'emploi aux compétences qui sont recherchées par plusieurs entreprises d'un même secteur, sur un territoire donné où ça manque de monde. Le point commun, c'est toujours le lien direct avec un besoin d'embauche qui est déjà identifié, c'est ça? Exactement. C'est ça la force incroyable de la POE. C'est cette quasi-certitude d'avoir un emploi à la sortie. Ah oui. La formation est entièrement financée, elle est gratuite pour le demandeur d'emploi. Il peut même être indemnisé pendant. Et ça débouche sur une proposition de contrat de travail. Un CDD d'au moins 6 mois, souvent plus, ou même un CDI. C'est énorme. Oui.
Décrocher une PEI, c'est presque comme avoir déjà une offre d'emploi, juste conditionnée au fait d'acquérir ces quelques compétences manquantes. Ça enlève beaucoup de risques pour le chercheur d'emploi qui se lance dans une formation. C'est un dispositif vraiment puissant, ça. Bon, maintenant qu'on a fait le tour de toutes ces options CPF, AIF, AFC, PRF, FSE, Contrat Pro, POE, ouf, ça fait beaucoup d'acronymes et de possibilités, hein. Oui, un peu. Revenons aux aspects plus pratiques. C'est quoi les conditions de base et la démarche type pour un demandeur d'emploi qui veut se former? Bon, la condition numéro 1, la base de la base, c'est d'être inscrit à Pôle emploi. C'est la clé qui ouvre la plupart des portes et qui donne accès à l'accompagnement. D'accord. Ensuite, le point fondamental, on l'a déjà dit mais c'est crucial, il faut le répéter, avoir un projet professionnel, clair, réaliste et argumenté. Pas juste une envie vague. Non. C'est pas juste « tiens, je ferais bien une formation ». C'est « j'ai besoin de cette formation-là pour atteindre cet objectif professionnel précis qui est réaliste sur mon marché du travail local ». Et ce projet, il doit être validé? Par le conseiller Pôle emploi. C'est lui le garant de la cohérence. Son rôle est vraiment pivot. Et une fois que le projet est validé, ça se passe comment? Mettons que j'ai repéré une formation financée par ma région ou une POSC qui m'intéresse. C'est quoi la suite? Alors, la démarche classique, c'est, après le ou les entretiens avec le conseiller pour bien valider le projet, on cherche activement la bonne formation. Une fois qu'on l'a trouvée, il faut monter le dossier de financement. Ça veut dire rassembler les documents nécessaires. C'est-à-dire? Généralement, les documents standards. Une pièce d'identité, l'attestation d'inscription à Pôle emploi, un CV à jour, une lettre de motivation très importante celle-là, pour expliquer le projet et pourquoi cette formation est pertinente, et bien sûr, le devis détaillé de l'organisme de formation. Le conseil essentiel ici, c'est l'anticipation, j'imagine. Ne pas s'y prendre la veille pour le lendemain. Ah oui, absolument. Il faut vraiment anticiper. Les délais pour obtenir une réponse pour que le dossier de financement soit instruit, ça peut varier énormément. De quelques semaines à parfois plusieurs mois, selon les dispositifs, selon les périodes de l'année. Faut pas attendre le dernier moment, sinon on risque de rater le début de la formation. D'accord. Et pour mettre toutes les chances de son côté, des stratégies particulières à adopter? Oui, quelques stratégies. D'abord, bien ciblées. Viser les formations qui sont porteuses sur son bassin d'emploi. Celles qui répondent à des besoins réels des entreprises du coin. Les formations prioritaires Pôle emploi ou les PRF de la région, par exemple? Présentation de son projet professionnel. Il faut que ce soit limpide. La cohérence entre le parcours d'avant, l'objectif visé et la formation demandée, tout doit s'enchaîner logiquement. Et le dossier lui-même? Préparer un dossier de candidature impeccable, complet, sans erreur. Et là, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide à son conseiller Pôle emploi. Il est là pour ça aussi. D'ailleurs, sa validation est souvent une pièce formelle du dossier. Cela soulève une question importante d'ailleurs, celle de la proactivité. La préparation, c'est vraiment le travail du demandeur d'emploi lui-même. Le conseiller accompagne, oui, mais il ne peut pas faire le projet à sa place. C'est un travail d'équipe, en quelque sorte. C'est ça. Une dernière question pratique qui me vient. Est-ce qu'on peut combiner plusieurs financements? Par exemple, utiliser son CPF et obtenir une AIF et peut-être un petit coup de pouce de la région si la formation est vraiment très chère? Alors, c'est techniquement possible dans certains cas. Mais c'est souvent une ingénierie financière assez complexe. J'imagine. Les règles de cumul, elles varient selon les dispositifs, selon les financeurs. Ça demande une très bonne connaissance des rouages et là encore, un accompagnement pointu du conseiller. Ce n'est pas le cas le plus fréquent, mais pour des projets qui sont vraiment ambitieux et coûteux, oui, ça peut être une piste à explorer avec Pôle emploi. Bien. Si on essaye de résumer le message principal de notre discussion aujourd'hui, malgré la complexité apparente, tous ces sigles, tous ces acteurs, il existe bel et bien tout un arsenal de dispositifs, un arsenal complet qui permet aux demandeurs d'emploi en France de se former intégralement sans avoir à payer de leur poche. C'est tout à fait ça. L'accès à la qualification, à la reconversion, ce n'est pas juste un rêve inaccessible, c'est une possibilité réelle, concrète. Absolument. Et la clé du succès, elle repose sur 3 piliers, je dirais. 1, bien préparer son projet professionnel en amont. Vraiment, le penser. Oui. 2, chercher activement les bonnes informations sur les options de financement qui correspondent le mieux à sa situation. Et bon, on espère que notre échange d'aujourd'hui y contribue un peu. On l'espère. Et 3, le plus important peut-être, collaborer étroitement avec son conseiller Pôle emploi. Être proactif. C'est un partenaire clé dans cette démarche. Il faut oser le solliciter, lui poser des questions, le mobiliser. C'est noté.
Et pour conclure, peut-être une petite pensée, une réflexion à laisser mûrir chez nos éditeurs et auditrices, au-delà de l'objectif immédiat, qui est bien sûr de retrouver un emploi. Oui, légitime. Et comment est-ce que l'utilisation stratégique de ces moments de pause forcée et de ces financements disponibles pour la formation pourrait, sur le long terme, permettre de redessiner en profondeur une trajectoire professionnelle? Peut-être d'ouvrir des portes qu'on n'imaginait même pas au départ, et de construire finalement une carrière plus solide, plus résiliente et peut-être aussi plus épanouissante. C'est une excellente question pour finir. La formation, c'est pas juste un moyen de retrouver un job. C'est aussi un levier de développement personnel et professionnel sur le long terme. Merci d'avoir écouté Secrets de recruteur. J'espère que ces conseils vous aideront à avancer vers le job qui vous correspond vraiment. Pour retrouver encore plus d'astuces, de ressources et nos dernières opportunités, rendez-vous dès maintenant sur www.recrute-talent.fr. Et si ce podcast vous a plu, abonnez-vous et partagez-le autour de vous pour aider d'autres candidats. À très bientôt pour un nouvel épisode.